Un petit point de vigilance avant de commencer, on va aborder des sujets de violences sexistes et sexuelles, donc si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler un des deux numéros qui s'affichent à l'écran. On va parler de l'accueil en gendarmerie et commissariat. Là, l'idée, c'était d'essayer d'identifier un peu les différentes études qui ont été menées ces dernières années sur l'accueil en commissariat et gendarmerie. Alors d'abord, il faut savoir que selon un audit réalisé par le gouvernement, 90% des femmes victimes de violences au sein du couple sont satisfaites de l'accueil reçu en commissariat. Alors moi, quand j'ai lu ce chiffre, globalement, j'ai réagi un peu comme ça. Voilà, j'étais un peu étonnée en fait par ce chiffre-là. Et en fait, il y a un article de la Croix qui est assez intéressant, qui raconte les biais de cet audit et qui montre comment cet audit a été fait. D'abord, c'est un audit uniquement sur les femmes dont la plainte a été prise. Donc, ça ne prend pas en compte toutes les femmes auparavant. Et puis, c'est sur un très petit nombre de femmes à l'égard du territoire. Alors, de quelle autre source avons-nous pour essayer de réfléchir et de comprendre l'accueil en commissariat et gendarmerie? Malheureusement, on n'a pas d'enquête statistique nationale indépendante. Il y a 3 enquêtes qui ont été faites. Paye ta plainte, qu'on avait fait avec le groupe F, Prends ma plainte, et puis l'enquête du centre Hubertine Auclair. Donc moi, c'est vraiment là-dessus que je me suis appuyée. Et ces 3 sources, les 2 dossiers de presse de Paye ta plainte et Prends ma plainte et l'analyse du centre Hubertine Auclair sont toutes disponibles. Alors, quel est l'intérêt et la limite de ces documents? Le premier intérêt, c'est la masse. C'est-à-dire qu'on a une masse de témoignages dans le cadre notamment de l'enquête Prends ma plainte de nous toutes. C'est 3500 personnes qui ont témoigné. Et puis, on a beaucoup de PV, donc de procès-verbaux, de plaintes qui ont été analysés par le centre Hubertine Auclair, plus de 150, donc ça permet quand même d'avoir de la matière. Et puis, il y a une limite, c'est que ça reste des études pour nous toutes et le groupe F militantes, et pour le centre Hubertine Auclair sur 3 commissariats. On manque en fait d'une étude systématique nationale indépendante, je ne parle pas de l'opération de com du gouvernement, pour nous donner la réalité. Et pourquoi c'est important d'avoir cette réalité? Parce qu'on ne réussira pas à faire changer l'accueil des femmes en commissariat et gendarmerie si on ne pointe pas du doigt les dysfonctionnements et les problèmes. Alors moi, j'ai identifié à la lecture de ces 3 documents 3 éléments à retenir. Le premier, c'est que l'article 15.3 du Code de procédure pénale n'est pas respecté, ou en tout cas pas systématiquement. Le deuxième, c'est un manque de professionnalisme saisissant de la part des forces de l'ordre. Et le troisième, c'est des agents qui reproduisent les mécanismes des violences. L'article 15.3 du Code de procédure pénale, le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes fait des études. Ils font par exemple chaque année une grande étude sur le sexisme en France et dans le monde du travail. Mais à ma connaissance, ils n'ont pas fait d'études sur l'accueil en commissariat et gendarmerie. Les agents de police judiciaire, ça veut dire qu'en fait, lorsque vous êtes dans un commissariat ou une gendarmerie, personne n'a le droit de refuser de prendre votre plainte. Et donc ça, c'est vraiment super important de connaître cet article de loi, parce que cet article de loi, il vous donne, en fait, plus on connaît nos droits, plus il y a la possibilité de les faire respecter. Et on peut porter plainte partout. Entre 2019 et 2020, selon l'enquête Prends ma plainte de nous toutes, 53% des personnes qui ont témoigné disaient avoir été confrontées à un refus de prendre leur plainte. Et contrairement à une idée reçue, moi je pensais que, comme les violences au sein du couple, les féminicides avaient fait beaucoup parler d'eux, je me disais que sur cette question-là, les policiers et les gendarmes étaient un peu plus au taquet, quoi. Et en fait, on voit dans l'enquête Prends ma plainte qu'il y a autant, voire un peu plus de refus de prendre de plainte dans le cadre des violences au sein du couple. Donc ça, c'est le premier élément, c'est que l'article 15.3 du Code de procédure pénale n'est pas respecté. Le deuxième élément, c'est un manque saisissant de professionnalisme qu'on voit à la fois dans les enquêtes militantes du groupe F et de nous toutes et dans l'étude du centre Hubertine Auclair. C'est d'ailleurs un rapport qui a failli partir à la poubelle, puisque on a, en fait, Cosette a sorti l'info en 2022. Ce rapport a été fait en 2018, d'accord, et personne ne voulait le sortir. Donc la préfecture a essayé de l'enterrer. Et comme Cosette a sorti l'info et qu'après il y a des médias qui s'en sont saisis, ils ont fini par publier cette enquête. Et ce qu'on peut retenir dans cette enquête, d'abord, c'est un manque assez criant de confidentialité. C'est-à-dire que on va vous demander de raconter votre histoire devant tout le monde. On va dire, ah, il y a madame machin qui vient pour le viol devant tout le monde dans l'entrée de l'accueil. Donc, avec des choses, voilà, on va vous recevoir dans des bureaux où les gens passent, par exemple. Des insuffisances dans la rédaction des plaintes. Alors ça, c'est particulièrement intéressant. Elles ont montré que les policiers et les gendarmes n'étaient pas du tout formés à la question des cyberviolences, à la question des violences sur les enfants ou à la question des ce qu'on appelle les VASC, les violences au sein du couple. Et donc, on a vraiment des questions qui sont complètement à côté de la plaque. Ça va être des questions qui vont culpabiliser les victimes, qui vont oublier d'aller poser des questions importantes sur, par exemple, est-ce que la personne a déjà été victime, ou par exemple, est-ce que monsieur a une arme à feu, ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un manque de professionnalisme assez saisissant. Et puis, il y a un défaut d'évaluation du danger. C'est-à-dire que manifestement, les policiers et les gendarmes ne sont pas outillés ou ne veulent pas
évaluer le danger et se dire, OK, là, il y a un problème grave, il faut qu'on intervienne. D'accord ? Et ça, dans les affaires de féminicide, c'est criant à quel point les policiers et les gendarmes ne sont pas capables aujourd'hui d'évaluer réellement le danger, Alors la bonne nouvelle, un peu, c'est que ça bouge. Et ça, c'est très intéressant dans la dernière enquête de nous toutes, là. On peut voir la proportion de témoignages faisant état chaque année d'une mauvaise prise en charge. Donc dans cette enquête, on ne l'avait pas fait sur le groupe F avec Paye ta plainte, mais on l'a fait dans Prends ma plainte. On a demandé l'année, en fait, où les gens avaient porté plainte. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'au fur et à mesure des années, les gens qui disent « j'ai été mal pris en charge » sont de moins en moins nombreux. Alors, l'enthousiasme est limité, hein. On est quand même à 1 personne sur 2 qui dit qu'elle a fait l'objet d'une mauvaise prise en charge dans les témoignages. Mais quand même, ça montre que ça baisse un peu et que quand même, la formation, même si elle est très parcellaire, elle permet, et puis la mobilisation de la société, elle permet de faire bouger les choses. Et le troisième élément qu'on observe, c'est des agents qui reproduisent les mécanismes des violences. Et ça, on l'a vu par exemple dans l'enquête Prends ma plainte. Donc, on a demandé aux gens, quand ils disaient qu'il y avait une mauvaise prise en charge, quelle était la nature de la mauvaise prise en charge. On a vu la banalisation des faits, le refus de prendre la plainte, on en a parlé juste avant, la culpabilisation de la victime, les moqueries, le sexisme ou des propos discriminants, et notamment beaucoup de propos transphobes, par exemple. On va y venir juste après, puisqu'on avait fait un focus spécifique sur la prise en charge des personnes non binaires. Et puis donc des propos homophobes, antisémites, racistes, etc. Et puis la solidarité avec la personne qui est mise en cause pour violence. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que la nature de la mauvaise prise en charge est différente suivant les types de violence. En fait, en matière de violence conjugale, il va y avoir plus que dans la moyenne la solidarité avec la personne qui est mise en cause pour violence, alors que pour les violences sur mineurs, il va y avoir plus qu'ailleurs la culpabilisation de la victime. Et on va retrouver là l'idée qu'elle aurait aguiché. Vous savez, cette fameuse idée de la Lolita, de « oui, mais en même temps, comment t'étais habillée ?» Et ça, c'est particulièrement vrai sur les cyberviolences. Oui, mais d'accord, mais pourquoi tu as accepté de te déshabiller? Pourquoi tu as accepté de te faire filmer? Pourquoi le crop top, etc. Là, on n'avait pas précisé l'âge, donc c'était mineur tout court. Et donc, il y a eu beaucoup de témoignages de transphobie, de lesbophobie, d'homophobie, et on avait demandé aux personnes de s'identifier, et il y avait des personnes qui sont identifiées non-binaires, et on a fait des statistiques pour voir est-ce que ces personnes avaient été plus ou moins confrontées à des mauvaises prises en charge. Et là, c'est assez impressionnant, puisque 66% de l'ensemble des témoignages disent nous, on a été maltraités. C'est le cas de 81% des personnes non-binaires. Donc ça, on le sait, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une accumulation des discriminations, une intersection des discriminations qui fait que lorsque vous êtes une femme, que vous allez porter plainte, globalement, vous n'êtes pas très bien reçu. Mais lorsque vous êtes une personne non binaire et que vous allez porter plainte, vous êtes encore moins bien reçu.